Sans plus tarder, commençons par le premier moment de notre démonstration, qui sera une préparation pour répondre à la question: le président congolais actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo, est-il à la hauteur de l'équation géopolitique congolaise? D'abord, qu'est-ce que c'est que l'équation géopolitique congolaise? Elle commence par un constat, ce qu'on a appelé le fameux scandale géologique de la République démocratique du Congo. De manière incontestable, le pays le plus riche en ressources naturelles de toute la planète Terre, c'est la République démocratique du Congo. Si on devait identifier un seul pays sur cette terre comme étant un paradis en termes de richesse naturelle, et notamment de richesse naturelle de haute portée stratégique, ce pays n'a qu'un seul nom, c'est la République démocratique du Congo. Quand on parle d'équation géopolitique congolaise, il faut que chaque Congolaise et chaque Congolais, chaque Africaine et chaque Africain sache que le plus grand État d'Afrique centrale, l'immense République démocratique du Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés, n'est pas seulement grand par la taille de sa superficie. Ce pays est grand par la profondeur et l'immensité de ses richesses. Comparativement à tous les autres pays qu'il y a sur la Terre, c'est le pays qui a la plus grande concentration de richesses naturelles dans son sous-sol. Il n'y a pas deux pays comme la République démocratique du Congo sur la Terre. Il faut que les Congolaises et les Congolais, les Africaines et les Africains se pénètrent de ce secret. L'Afrique est le continent le plus riche de la Terre. Et en Afrique, le pays potentiellement le plus riche de la Terre africaine, c'est la République démocratique du Congo. Autrement dit, en termes de matière, les matières précieuses qu'il y a sur la Terre, il y a tout ce qu'il faut au Congo pour rendre heureux un être humain. Je dis bien tout. Les 4 éléments fondamentaux de la philosophie antique grecque et qu'on retrouve dans des philosophies pré-helléniques, même au cœur de la philosophie africaine, ils sont hautement représentés en terre du Congo. La terre du Congo possède le feu, elle possède l'eau. C'est une terre qui possède l'air, c'est une terre qui possède l'énergie nourricière. Elle est terre, elle est eau, elle est air, elle est feu. C'est une terre de l'or, c'est une terre du diamant, c'est une terre du pétrole, c'est une terre du gaz, c'est une terre de l'uranium, c'est une terre du manganèse, c'est une terre de tout ce qui fait la richesse de la terre. C'est une terre hautement terre. La République démocratique du Congo. Quand on parle de l'équation géopolitique congolaise, je vois encore des Congolaises et des Congolais qui n'ont pas compris ce que ça veut dire être le pays potentiellement le plus riche de la Terre. Être le pays potentiellement le plus riche de la Terre, c'est être la communauté humaine qui a hérité de la plus grande responsabilité. Parce que la nature, et certains iront jusqu'à dire Dieu, puisque c'est l'un des synonymes du concept de nature, ont voulu que ce pays-là ait ce qu'aucun autre pays n'a en telle quantité. La République démocratique du Congo. Il faut commencer par méditer sur la signification de cela. La presse et les intellectuels occidentaux de l'école négrière, coloniale et néocoloniale, ont appelé cela un scandale géologique. Je récuse le concept de scandale géologique. Ils ont appelé cela la malédiction des matières premières. Je récuse le concept de malédiction des matières premières. Pourquoi? D'abord, quand on dit que le Congo est un scandale géologique, on essaie de considérer que les Congolaises et les Congolais sont fautifs. Ils ont commis un péché, celui d'être nés sur une terre immensément riche. On tente de transformer ce que la nature ou Dieu ont voulu en une faute, en une erreur. Se scandaliser de la richesse du Congo, c'est dire que les Congolaises et les Congolais ne sont pas à leur place. Car qu'est-ce qui scandalise? Que des hommes et des femmes noirs soient sur la terre la plus riche de la terre. Alors que dans ces 600 dernières années sur la terre, les hommes et les femmes noirs ont été transformés en marchandises. Ils ont été transformés en colonisés.
Ils ont été transformés en néocolonisés. Et aujourd'hui encore, certaines puissances tiennent la plume pour décréter et décider ce qui doit être fait en Afrique. La notion de scandale est une notion coloniale, raciste. C'est une notion néocoloniale. Je possède quelque chose. Qu'est-ce qui te scandalise dedans? Puisque c'est ma chose. À Abidjan, nous disons il n'y a rien dans jalousie. Pourquoi devrait-on être scandalisé que le Congo et plus largement l'Afrique soit riche? Pourquoi? Ça scandalise qui? Les Africains, à ma connaissance, tant qu'on ne les a pas perturbés avec la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation et l'impérialisme, les Africains n'ont jamais été scandalisés d'avoir été bénis des dieux. La religion traditionnelle africaine, la tradition africaine est une tradition de reconnaissance et de gratitude envers les ancêtres et au-delà des ancêtres, envers les êtres angélisés et l'être suprême. Toute la tradition africaine est faite de rituels de reconnaissance à la terre, à l'air, au feu et à l'eau, qui sont les 4 éléments représentant le principe supérieur, l'être créateur. On a voulu dégrader la tradition africaine en la présentant comme une idolâtrie, en la présentant comme un fétichisme. Alors, ce sont ceux qui n'ont rien compris à la symbolique de la tradition africaine, qui n'ont pas compris que derrière le respect que les anciens Africains ont pour la nature, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu et l'air, se cache la reconnaissance pour la générosité de l'être suprême qui se manifeste à travers ses formes. Donc, d'abord, les Congolaises et les Congolais, les Africaines et les Africains doivent se débarrasser du concept de scandale géologique en acceptant ce concept et en l'intégrant dans notre manière de décrire l'Afrique. Nous acceptons d'être en quelque sorte des usurpateurs sur notre terre. Puisqu'à partir du moment où on te dit que la richesse de la République démocratique du Congo, ou plutôt de l'Afrique en général, est un scandale, ce qu'on veut te dire, c'est que les Africains ne sont pas à leur place. Les choses auraient été beaucoup plus logiques si les Africains étaient apparus en Europe, ou apparus en Amérique, ou apparus en Asie, et que les Européens actuels seraient plutôt apparus, auraient été les autochtones de l'Afrique. Et alors, à ce moment-là, ce ne serait pas scandaleux. Parce que qu'est-ce qui scandalise? Si l'Afrique est aux Africains, et si les richesses africaines sont donc aux Africains, où est le scandale? Le scandale, ça serait que les richesses de l'Afrique soient à l'Amérique, que les richesses de l'Afrique soient à l'Europe, que les richesses de l'Afrique soient à l'Asie. Là, c'est le scandale. Le scandale, ça serait que les richesses européennes appartiennent à l'Afrique, que les richesses américaines appartiennent à l'Afrique, que les richesses asiatiques appartiennent à l'Afrique. Or, on a voulu inculquer aux Africains le concept fumeux de scandale géologique à propos de leur propre richesse, diantre. Et on retrouve ce concept utilisé par les scolarques, les universitaires, les penseurs, les philosophes, les historiens. On le retrouve dans la bouche des politiques. Deuxième concept que nous devons récuser, si nous voulons penser l'équation géopolitique congolaise, le concept de malédiction. Il n'y a pas de malédiction des matières premières. Il y a une mauvaise utilisation des matières premières. Ce n'est pas la même chose. Si votre père a travaillé suffisamment pour vous laisser les moyens de bien vivre, vous ne pouvez pas considérer l'héritage qu'il vous a laissé comme une malédiction. La malédiction, c'est le mauvais usage de l'héritage. Ce n'est pas l'héritage. Votre père travaille, votre mère travaille. Il vous lègue des meilleures conditions de vie que celles dans lesquelles eux, ils ont vécu. Vous n'allez pas appeler ça malédiction. La malédiction, c'est la mauvaise gestion d'un héritage. Que votre père ou votre mère vous laisse le fruit de leur labeur pour que vous ayez une vie meilleure que la leur. Voilà la noblesse de la parentèle. Voilà la noblesse de l'héritage et de la transmission. Alors, en quoi y aurait-il malédiction des matières premières? En quoi y aurait-il malédiction africaine? Ce n'est pas que nos ancêtres angélisés, le Tout-Puissant, la nature, nous aient maudits. Non! C'est bien que nous, Africains, n'ayons pas réussi à faire le meilleur usage de ce que la nature ou Dieu nous ont donné. La malédiction, ce n'est pas l'héritage.
La malédiction, c'est la mauvaise gestion de l'héritage. Je le dis une deuxième fois. La malédiction, ce n'est pas l'héritage, surtout quand c'est un héritage mérité. Il n'est pas usurpé, il n'est pas volé. La malédiction, elle est dans la mauvaise gestion de l'héritage. Donc le concept de malédiction des matières premières est une invention du racisme, une invention du colonialisme occidental et moyen-oriental, une invention de l'impérialisme occidental et du despotisme et de l'ignorance africaine. Il n'y a pas de malédiction africaine. Il y a un mauvais usage de l'héritage africain. Et c'est ce mauvais usage qui fait que le pire ennemi de l'Africain aujourd'hui encore, c'est un Africain. C'est dans ce mépris de nous-mêmes, dans lequel nous sommes pris depuis 600 ans au moins, que nous sommes piégés. Car les autres ont réussi à nous imposer, à plusieurs d'entre nous, l'échelle de valeur à partir de laquelle nous devons nous juger nous-mêmes. Les autres nous ont imposé leurs tribunaux, ils nous ont imposé leur langue, ils nous ont imposé leurs concepts, ils nous ont imposé leurs normes, ils ont imposé leurs cours pénales internationales, ils nous ont imposé leur monnaie, ils nous ont imposé leurs dieux, ils nous ont imposé leurs idéologies, ils nous ont imposé leur vision de l'avenir de l'homme. Ils nous ont imposé leur programme du millénaire, leurs objectifs du millénaire. Les autres nous ont phagocytés dans leurs rêves à eux. Et au passage, ils ont déposé notre rêve à nous, eh bien, dans la poubelle. Donc, nous commençons par dire que la notion d'équation géopolitique congolaise ne doit jamais être pensée à partir des concepts de scandale géologique ou de malédiction des matières premières. Non! L'équation géopolitique congolaise, nous la formulons de la manière suivante. Il s'agit de rendre possible une existence libre, prospère et juste pour l'un des peuples les plus bénis que l'histoire de l'humanité ait jamais connu. Le peuple congolais, qui est lui-même une partie totale du peuple africain. C'est ça l'équation. Comment faire pour que un peuple que la nature et pour certains, Dieu ont béni. Comment faire que ce peuple-là vive en effet à la hauteur de ce que la nature ou Dieu ont voulu pour lui? Voilà la question. Mais cette question, qui est l'équation politique congolaise, d'autres y ont répondu contre la volonté des plus nobles esprits, des plus nobles âmes du Congo, depuis très longtemps. Il a été décidé par les grandes puissances occidentales. Il a été décidé par les grandes puissances du Moyen-Orient et par certaines puissances asiatiques que le peuple congolais et plus largement le peuple africain ne devrait jamais pleinement bénéficier des dons que la nature ou Dieu lui ont accordés. Je dis bien, cela a été décidé. Du coup, l'équation congolaise, l'équation géopolitique congolaise est la suivante. Comment contrecarrer la décision qui a été prise par les grandes puissances occidentales, certaines puissances moyen-orientales et même certaines puissances asiatiques? Comment contrecarrer la décision qu'ils ont prise d'empêcher le Congo d'être un havre de liberté, de paix, de sécurité et de prospérité pour ses filles et ses fils? Et par là, d'empêcher l'Afrique de décoller à partir de ce que le président Guillaume Soro, dans un discours remarquable en mars 2013 à Kinshasa, a appelé le grand moteur congolais. Comment contrecarrer l'équation, la contre-équation qui a été élaborée pour bloquer l'équation géopolitique congolaise? Alors, je suis toujours dans la première partie de ce travail. Quand on réfléchit à un problème, il faut prendre le temps de s'installer dans le problème. Quand je dis que le Congo relève d'un domaine qui est celui de l'équation géopolitique, je veux aussi dire que, en fait, la République démocratique du Congo est l'un des moyens par lesquels l'Afrique pèse jusqu'à cet instant où je vous parle sur l'histoire du monde. J'espère que vous savez que la République démocratique du Congo est un pays d'une importance géostratégique et géopolitique universelle. Parce que c'est ce qui se passe et ce qui s'est passé en République démocratique du Congo qui a déterminé l'ordre du monde au XXe siècle.
C'est ce qui s'est passé en République démocratique du Congo qui a déterminé l'équilibre des puissances du XXe siècle à ce jour. Et pour cela, je voudrais vous présenter quelques livres qu'il faut absolument lire. Il y a ce livre de la docteure Susan Williams. Susan Williams. Susan Williams. Susan Williams a écrit Spies in the Congo. America's Atomic Mission in World War II. La docteure Susan Williams a écrit ce livre intitulé Espions au Congo. Eh bien, la mission atomique américaine, eh bien, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vous ferai pas un résumé de ce livre dans lequel, globalement, l'auteur démontre que c'est le sous-sol congolais qui a déterminé la victoire américaine à la Deuxième Guerre mondiale, car l'uranium qui a permis de fabriquer la bombe atomique américaine, qui a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki, a été arraché au peuple congolais. Il a été volé, il a été pillé par les Américains au Congo. Dans le cadre d'un duel entre les services secrets américains et les services secrets nazis en particulier, mais aussi les services secrets soviétiques. La docteure Susan Williams documente ce fait. Sans le Congo, les États-Unis n'écrasent pas le Japon. Sans le Congo, les États-Unis ne bombardent pas le Japon. Mais je choisis, pour vous montrer l'importance du Congo, de vous donner lecture et traduction d'une lettre dont certains d'entre vous n'ont jamais eu connaissance, qui vous montre à quel point il y a un lien intime en Occident entre la science et la politique, entre les savants et les politiques, comme le dira plus tard, comme le dira dans son ouvrage Max Weber, le savant et le politique. Il y a un lien intime. Je voudrais simplement vous donner lecture d'une lettre écrite par le grand savant juif, allemand, puis devenu américain, qui s'appelle Albert Einstein. Albert Einstein a écrit une lettre que certains d'entre vous ne connaissent pas, une lettre célèbre. Elle a été écrite au président Franklin Delano Roosevelt. Elle lui a été écrite le 2 août 1939. Je crois que certains d'entre vous n'ont jamais eu connaissance de cette lettre écrite le 2 août 1939, la lettre d'Einstein. Je vais vous en donner traduction pour que vous mesuriez l'importance du Congo, pour ceux qui doutaient encore. Einstein, c'est le grand physicien allemand, juif allemand, qui a émigré aux États-Unis et qui a fait les merveilles de l'université américaine, notamment l'université de Princeton, et qui a énormément contribué aux travaux de réalisation de la bombe atomique. Mais nous allons donner la parole à Einstein, et vous allez entendre parler du Congo dans la bouche d'Einstein, d'une manière qui devrait vous marquer à tout jamais. Tous ceux qui sont dans l'insouciance, dans notre terre africaine du Congo et dans toute l'Afrique, et qui ne mesurent pas l'importance de l'Afrique dans la géopolitique internationale. Écoutez ce que Einstein a écrit au président américain Franklin Delano Roosevelt. Je vous traduis cela. Je vais vous traduire cela paragraphe par paragraphe. Il y a plusieurs paragraphes. La lettre en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? C'est un savant, hein? Un scientifique. Hein? Dans notre Afrique où les savants et les scientifiques sont méprisés par les dirigeants. Hein? Comme certains abrutis le disent encore, on ne mange pas papier. Hein, voilà quelqu'un que lui, il a fait papier. Voilà ce qu'il écrit au président américain. Voilà, nous allons lire et traduire. Albert Einstein, Old Grove Road, Nassau Point, Pesonic, Long Island, August the 2nd of 1939. Donc ça c'est l'adresse d'Einstein et il écrit donc le 2 août 1939. To Franklin Delano Roosevelt, President of the United States, White House, Washington DC. Il écrit à Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis, à la Maison Blanche basée à Washington DC. Nous traduisons. Sir, some recent work by E. Fermi and L. Szilard
which has been communicated to me in manuscript leads me to expect that the element uranium may be turned into a new and important source of energy in the immediate future. Cher monsieur, des travaux récents menés par monsieur Fermi et monsieur Szilard et qui m'ont été communiqués sous forme de manuscrits m'amènent à m'attendre à ce que l'élément uranium, la matière première de l'uranium, soit désormais la source d'une importante énergie dans un futur immédiat. Certain aspects of the situation which has arisen seem to call for watchfulness and, if necessary, quick action on the part of the administration. Un certain nombre de développements liés à ces travaux de M. Fermi et de M. Szilard nous amènent à signaler à l'administration l'importance de s'intéresser à l'évolution de ce dossier de manière extrêmement rigoureuse. I believe, therefore, that it is my duty to bring to your attention the following facts and recommendations. Je considère donc comme étant de mon devoir, moi Einstein, de porter à votre attention, eh bien, les faits et recommandations suivants. Les faits et recommandations suivants. Et là, Einstein commence à faire des recommandations au président américain. Le savant Einstein, le physicien Einstein, hein, celui qui a découvert la théorie de la relativité. Il dit quoi? In the course of the last 4 months, it has been made probable through the work of Joliot in France, as well as Fermi and Szilard in America, that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large scale of uranium, in a large mass of uranium, by which vast amounts of power and large, vous savez, c'est tellement petit, and large quantities of new radium-like elements would be generated. Traduction. Au cours des 4 derniers mois, il a été clairement démontré à travers les travaux de Joliot en France, tout aussi bien que ceux de Fermi et de Szilard, eh bien, du côté des États-Unis, qu'il serait possible de déclencher une chaîne de réaction nucléaire sur la base d'une large masse d'uranium, ce qui permettrait de déclencher d'immenses quantités de puissance et d'énergie, et ceci de telle sorte que l'on soit capable d'en faire un usage dans un futur immédiat. Bref, il nous dit très clairement ici, il va être possible désormais de provoquer des réactions nucléaires, on sera capable de provoquer des explosions atomiques. Et il continue. This new phenomenon would also lead to the construction of bombs. Ce nouveau phénomène permettra de construire des bombes. And it is conceivable, though much less certain, that extremely powerful bombs of a new type may thus be constructed. Il est donc manifeste qu'il sera possible de construire à très court terme des bombes d'une taille extraordinaire. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. Une telle bombe larguée sur un port serait capable de détruire tout le port en question
et tout son environnement. Ça vous rappelle Nagasaki et Hiroshima? However, such bombs might very well prove to be heavy for transportation by air. Néanmoins, nous éprouvons de la difficulté à imaginer comment de telles bombes seront transportées par la voie aérienne. On continue la traduction de la lettre. Quand on dit que lire libère. Écoutez le paragraphe suivant. The United States has only very tight quantity, very small quantities of uranium in moderate quantities. Ok. Les États-Unis possèdent des quantités très modérées, très limitées d'uranium. There is some good ore in Canada and the former Czechoslovakia, while the most important source of uranium is Belgian Congo. Je recommence la phrase. There is some good in Canada and the former Czechoslovakia, while the most important source of uranium is Belgian Congo. Je recommence une troisième fois. There is some good area of uranium in Canada and the former Czechoslovakia, while the most important source of uranium is Belgian Congo. Traduction. Les États-Unis ont une quantité très limitée d'uranium. On trouve un peu d'uranium au Canada et aussi en Tchécoslovaquie, mais la plus grande source d'uranium, c'est le Congo belge. Voilà ce que Einstein écrit à Franklin Delano Roosevelt. Paragraphe suivant. In view of this situation, you may think it desirable to have some permanent contact maintained between the administration and the group of physicists working in chain reactions in America. Dès lors, je vous conseille fortement de rester en contact, de maintenir un contact étroit entre l'administration et les physiciens qui travaillent sur les réactions en chaîne de l'uranium, les réactions nucléaires de l'uranium. One possible way of achieving this sight be for you to entrust with this task a person who has your confidence and who could perhaps serve in an unofficial capacity. Ça serait intéressant que vous mettiez dans nos laboratoires, les laboratoires des chercheurs nucléaires, une personne en laquelle vous, Franklin Delano Roosevelt, vous avez pleinement confiance et qui sera chargée d'accompagner et de suivre l'évolution de nos travaux et de vous rendre compte. His task might comprise the following. Alors, voici quelles seraient les missions de cette personne de confiance que vous devriez envoyer au cœur des laboratoires pour accompagner la naissance de la bombe atomique. Premier point. A. To approach government departments. Keep them informed of the further development and put forward recommendations for government action. Cette personne sera chargée d'informer le gouvernement de l'évolution de la recherche et ainsi d'aider le gouvernement à tirer tout bénéfice de la création de cette bombe. Giving particular attention to the problem of securing a supply of uranium for the United States. Ceci supposera que cette personne travaille à assurer que les États-Unis seront en permanence fournis en uranium. Donc, il faudra bloquer des parties entières de la Terre dans laquelle il y a l'uranium et s'assurer que cet uranium arrivera dans les mains américaines. J'espère que vous comprenez le raisonnement d'Einstein. Quel est le pays qui a le plus d'uranium? Quelle est la principale source d'uranium de la planète? Einstein vient de vous le dire. Et il dit et il conseille à Delano Roosevelt d'envoyer un haut fonctionnaire qui sera chargé de mettre en place la mainmise des États-Unis d'Amérique sur l'uranium congolais. Ça, c'est la première recommandation. Il faut mettre la main sur l'uranium congolais. D'accord? Autrement dit, la puissance américaine dépend du Congo. C'est ce que dit Einstein en 1939. Recommandation B.
to speed up the experimental work, which is at present being carried on within the limits of the budgets of university laboratories. Il s'agira maintenant de financer et de booster la recherche nucléaire, qui jusqu'ici ne bénéficie que des budgets des universités. By providing funds, donc il faudra amener beaucoup d'argent pour que nous les savants, on vous fasse la bombe dont vous avez besoin pour écraser le monde. Voilà ce que Einstein écrit. Quand j'étais à l'université, on avait tenté de nous enseigner, entre autres, qu'il y aurait une séparation entre la recherche scientifique et la politique, et que les savants seraient là uniquement mus par le désir de découvrir la vérité pour instruire l'humanité. Quand je suis devenu un maître, un docteur de l'université, j'ai compris que c'était faux. C'est complètement faux. Il n'y a pas de science neutre. Il n'y a pas de technologie neutre. Il n'y a pas de connaissance neutre. La neutralité même de la science est en réalité une ruse idéologique pour cacher non seulement ses bases politiques, ses financements politiques, ses influences politiques et ses finalités politiques. Il n'y a pas de science neutre. Voici Einstein, la lettre publiée par Susan Williams, que je suis en train de vous traduire. Certains d'entre vous dormaient encore dans le mythe de la science neutre. J'ai fait de la physique pure à l'université. J'ai fait de la chimie pure à l'université. J'ai fait des mathématiques. Il n'y a pas de chimie pure. Il n'y a pas de mathématiques pures. Il y a des mathématiques. Il y a de la physique. Il y a de la chimie. Il y a de la philosophie. Il y a tout ce que vous voulez. Mais toujours en relation avec la politique. Et le mensonge commence quand on vous dit il n'y a aucun rapport. Car le mythe du non-rapport n'est rien d'autre qu'un voile sur les rapports réels. Voici Einstein qui demande de l'argent pour financer la recherche nucléaire à Delano Roosevelt. Et qui recommande à Delano Roosevelt de mettre la main sur le Congo. Albert Einstein. That is what Albert Einstein has done. He was a great and wonderful enemy of Congo. Einstein was an enemy of Africa because he believed that African commodities must just serve for Western domination. This is the truth. Go and tell it everywhere. We are reading his letter. Original letter. On continue. If such funds be required through his contact with private persons who are willing to make contributions for this cause, and perhaps also by obtaining the cooperation of industrial laboratories which have the necessary equipment. Einstein ajoute qu'il faudra que non seulement ces fonds publics soient mis à la disposition, mais il faudra que cette personne soit chargée de récupérer les fonds privés, c'est-à-dire les fonds des entreprises, des milliardaires, qui aimeraient financer la recherche nucléaire, afin que les laboratoires de ces entreprises privées, de ces firmes privées, de ces milliardaires, de ces capitalistes, eh bien, contribuent au développement de l'arme atomique. Einstein était en train de théoriser ce qu'on a appelé le complexe et le lobby militaro-industriel. On est en 1939. Paragraphe suivant. Dernier paragraphe. I understand that Germany has actually stopped the sale of uranium from the Czechoslovakian mines, which she has taken over. Je viens d'apprendre que les Allemands, c'est-à-dire le régime d'Hitler, vient de mettre fin à la vente internationale de l'uranium de Tchécoslovaquie qui a été confisqué par le gouvernement allemand. That she should have taken such early action might perhaps be understood on the ground that the son of the German Undersecretary of State, von Weizsäcker, is attached to the Kaiser Wilhelm Institute in Berlin, where some of the American work on uranium is now being repeated. Il faut que vous compreniez très bien que le sous-secrétaire allemand aux affaires étrangères qui s'appelle von Weizsäcker, non, le fils du sous-secrétaire allemand actuel de Hitler qui s'appelle von Weizsäcker est attaché à l'Institut de l'empereur Guillaume à Berlin, où actuellement se déroule
la répétition, la récupération et le test des travaux américains. C'est-à-dire que Einstein informe Delano Roosevelt qu'il a intérêt à mettre de l'argent, à mettre du capital dans l'arme nucléaire américaine rapidement, parce que les Allemands qui ont confisqué l'uranium de Tchécoslovaquie, eh bien, à l'Institut de l'empereur Guillaume à Berlin, eh bien, les Allemands sont en train de préparer leurs bombes. Donc, Einstein peut signer « Yours very truly », Albert Einstein, il signe « Votre, sincèrement, très sincèrement, Albert Einstein ». Je vous lis ce document dans cette première partie de cette conférence pour que vous soyez édifiés de l'importance du Congo. Quel est le pays pivot sur lequel les États-Unis d'Amérique, principale puissance de l'Occident, se sont basés pour avoir un approvisionnement assuré en uranium et préparer la bombe, les bombes qui allaient exploser 6 ans plus tard à Hiroshima et à Nagasaki, la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un petit pays. Il n'y a que certains Congolaises et certains Congolais pris par la superficialité de la vie, qui ne savent pas ils marchent sur la terre la plus importante de la terre. Le jardin d'Éden. C'est le Congo. Vous avez écouté Einstein, le grand physicien allemand devenu américain, juif allemand devenu américain. Vous avez entendu ce qu'il fait? Non seulement il livre les secrets de l'Allemagne aux Américains, mais en plus il explique aux Américains où il faut aller chercher l'uranium. C'est au Congo. Je reviens à la question de la première partie de cette conférence. Quand je parle de l'équation géopolitique congolaise, c'est-à-dire l'importance du Congo dans l'équilibre de la planète, l'importance du Congo dans la puissance de l'Afrique. C'est ça, l'équation géopolitique congolaise. Quelqu'un qui veut, ou quelqu'une qui veut diriger le Congo, doit être à la hauteur de la signification, de la portée et de la puissance potentielle du Congo. Pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Est-ce que vous comprenez à quel point l'équation géopolitique congolaise requiert des aptitudes et des compétences qui ne sont pas simplement intellectuelles, qui ne sont pas simplement morales, mais qui sont même spirituelles. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait développé un sens extrêmement élevé, de l'humanité, de la vie, un sens extrêmement élevé de la responsabilité planétaire. Il faut que ce soit un grand patriote congolais, un grand patriote africain. Vous le sentez ou pas? L'équation géopolitique congolaise n'est pas à la merci du premier venu. Ce n'est pas à la merci du premier venu. Car le Congo est un État géopolitique et géostratégique important sur l'échelle de la planète Terre. Et il est le poumon, il est le moteur du décollage africain. Si l'Afrique doit être une puissance, ça ne sera pas possible sans le Congo. Et si l'Afrique est aujourd'hui une impuissance, c'est à cause de l'impuissance du Congo. Car le Congo est le moteur potentiel de la puissance africaine continentale. C'est le premier aspect de cette affaire.